Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. C'est justement votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. C'est une nouvelle semaine et surtout de nouvelles informations à vous apporter justement sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Nous allons faire justement un tour en République centrafricaine. On parle bien sûr du référendum constitutionnel qui est attendu par tous les Centrafricains. Il faut préciser par ailleurs, Mesdames, Messieurs, que les réformes institutionnelles sollicitées par le peuple centrafricain tendent vers la finalité. Le référendum constitutionnel qui est attendu d'ici dimanche 18 décembre 2022 afin de parvenir effectivement aux réformes institutionnelles pour le décollage du pays tel qu'envisagé par les progressistes voulant justement cette réforme. En Genèse, depuis mars 2022, des voix s'élèvent pour demander la réforme on va le dire comme ça, institutionnelle, la République centrafricaine, qui doivent obligatoirement passer par la révision totale de la Constitution du 30 mars 2016, jugée caduque, discriminatoire et surtout rétroactive. Ces réclamations permanentes s'arriment par des pétitions, marches et mobilisations de la population sur toute l'étendue du territoire centrafricain, passant des rues devant l'Assemblée nationale, sur les artères devant la primature pour s'achever devant la présidence de la République, afin de solliciter l'arbitrage du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, autorisé par la loi fondamentale centrafricaine de procéder aux réformes telles que dispose l'article 90. Et bien sûr, le président de la République, après consultation du président de la Cour constitutionnelle, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, peut soumettre au référendum tout projet de réforme qui bien relevant du domaine de la loi serait susceptible d'avoir des répercussions sur l'avenir de la nation et des institutions nationales. Il en serait ainsi notamment des projets de loi relatifs à l'organisation des pouvoirs publics ou encore la révision de la Constitution, ce qui se fait d'ailleurs de ce côté-là. Dans les coulisses, la réponse de l'exécutif se fait entendre encore unanimement avec les recommandations de la majorité de la plèbe, dont les progressistes déterminés à affronter leurs challengers, les conservateurs par les urnes, afin de mettre définitivement un terme au débat houleux sur les réformes institutionnelles envisagées. À cet effet donc, Mesdames, Messieurs, le compte à rebours a été lancé du côté de la Centrafrique pour le dimanche 18 décembre 2022, date provisoire avant, on va le dire laquelle, les progressistes et les conservateurs d'une part en tout cas, à l'autre, chacun va battre campagne auprès des électeurs pour un oui, justement. On attend justement cette réponse. Eh bien, pour répondre à nos questions, qui d'autre comme Jules Ndiawe, lui qui connaît justement, on va le dire comme ça, les arcanes du pouvoir du côté de la République centrafricaine pour être avec nous ce matin. Jules Ndiawe, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à tous les téléspectateurs de Panafricanist TV. Bonjour à cette Afrique qui nous regarde. Bonjour monsieur Ngoss. Je suis heureux d'être sur votre plateau aujourd'hui. Très heureux de vous avoir, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas partagé un plateau, c'est toujours un réel plaisir de vous avoir. Parlons justement de cette constitution, on parle d'un référendum qui est prévu pour le 18 décembre prochain et tous les Centrafricains attendent de pied ferme. Oui, quand on parle de référendum, il faudrait quand même, vous avez fait bien d'expliquer la genèse de cette histoire de référendum, parce que beaucoup pensent, en fait, pas beaucoup, une minorité qui se croit investie d'un droit de vie et de mort sur le peuple centrafricain essaie de travestir la vérité. La vérité, c'est que la constitution centrafricaine avait été imposée au peuple centrafricain lors du forum de Bangui en 2014. Et si vous avez souvenance, il y avait eu beaucoup de contestation, parce que cette constitution est venue dans les mallettes de l'ambassadeur de France de l'époque, M. Malinas, porté par un constitutionnaliste béninois qui d'ailleurs est en prison, il est toujours vivant, hein. Il est en prison du côté du Bénin, qui après a été un des challengers, mauvais perdant face à Talon. D'ailleurs, l'un des deals qu'il avait passé avec la France impérialiste, c'était qu'il facilite l'imposition de cette constitution en Centrafrique. En retour, certains réseaux français, ce réseau qu'il utilisait pour cette œuvre, devrait l'aider à devenir président au Bénin. Malheureusement, ça n'a pas marché, il est en prison, donc il est encore vivant.
Nous n'inventons rien, nous parlons avec des faits. Avec des faits, des preuves. Et donc, à cette époque déjà, la majorité, même beaucoup d'opposants d'aujourd'hui, qui ont fini par se laisser corrompre contre Touadéra, contestaient cette constitution en 2014. Et la présidente de la transition de l'époque, Madame Catherine Samba-Panza, avait dit qu'elle gérait une transition et que, bon, le représentant des Nations Unies, l'ancien ministre des Affaires étrangères sénégalais, M. Batili, avait utilisé un propos qui a heurté, de dire que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Et donc, la France a décidé de vous donner une constitution, c'est elle qui donne, votre main, vous, Centrafricains, étant au-dessus, vous n'avez pas d'autre choix que de recevoir. Et ces propos à l'époque ont failli entacher le processus du dialogue qui était en cours. Mais bon, partant du fait que la Séléka avait déjà commis beaucoup de crimes et que la transition n'était que là pour organiser les élections, la présidente de la transition avait donc demandé aux esprits de se calmer et elle avait promis qu'un gouvernement élu démocratiquement viendrait résoudre ces questions. Oui. Et donc, Touadéra est arrivé au pouvoir à la suite des élections de 2016. Et je peux vous dire qu'à peine assis sur son fauteuil présidentiel, que les revendications de cette réécriture constitutionnelle ont refait surface. Mais sauf qu'à l'époque, le président Touadéra avait pris son bâton de pèlerin pour expliquer aux différents courants qui revendiquaient cette réécriture de ce que le pays étant fragile, il fallait d'abord le sécuriser. Et vous avez constaté que le président Touadéra a passé les 5 premières années de son mandat à sécuriser l'entier territoire centrafricain. Oui. Donc, à un moment donné, il a été obligé, après que la France ait eu à retirer les soldats de la force Sangaris au lendemain de sa prestation de serment, après avoir négocié 2 années durant avec Paris pour essayer de ramener les soldats français qui avaient été accueillis en Europe, en Centrafrique, parce que arrivé au moment où les crimes de la Séléka étaient crapuleux, bon, la France avait décidé de ne pas renvoyer ses soldats en Centrafrique. Le président Touadéra s'est retrouvé dans une situation où il avait une armée à reconstruire, des groupes armés et rebelles sur toute l'étendue du territoire, un mandat que le peuple lui a donné, celui de se protéger, de travailler à protéger. Ce peuple-là n'a pas eu d'autre choix que de se retourner vers d'autres partenaires, donc la Russie et le Rwanda. Et donc, ces partenaires sont arrivés, en seulement 2 ans et demi, 3 ans, ils ont aidé à sécuriser le pays, ils ont imposé la paix, et vous voyez la RC aujourd'hui, 92% du territoire libéré, pacifié. Les 8% encore dont on croyait encore au contrôle des groupes armés, on vient de le découvrir le 22 septembre lors de la manifestation de revendication du référendum, que même dans cette zone dont nous pensions encore occupée par les groupes armés, les populations sont sorties, plus de 400 000, pour demander le référendum. Ce qui signifie donc que le territoire est totalement pacifié par cette mécanique intellectuelle mise sur pied par le professeur de Bangui. Et donc, aujourd'hui, le peuple centrafricain a besoin de s'identifier, de se retrouver dans une constitution que lui-même aura écrite pour rythmer son devenir. Malheureusement, une minorité regroupée, mobilisée dans un machin appelé BR quelque chose. Vous savez, je n'aime pas trop retenir tout ce qui peut entraîner des divisions. Cette minorité de 70 leaders, de 70 personnes sur 4,5 millions de l'ensemble de la population, pensent pouvoir tenir tout un peuple en otage. Simplement parce qu'ils auraient les coudées franches de la France métropolitaine, de la France politique. Donc,
ça pose un problème, M. Ross. Toujours un problème entre la France aujourd'hui avec la République centrafricaine et justement, selon le narratif des télévisions mainstream, pour ne pas dire des médias mainstream du côté de l'Hexagone, tout le monde pense tout simplement que c'est la Russie qui est le grand ennemi, on va le dire comme ça, de l'Afrique. Alors, ceci nous amène à un rappel historique. Oui, commençons déjà par là. La Russie en Afrique depuis les années 58, 59, 60. Du côté du Cameroun, les gens s'en sont offusqués lorsqu'ils ont vu les accords militaires renouvelés. Beaucoup ne savaient même pas que des pays comme le Cameroun avaient des accords militaires avec la Russie. Mais il en est de même pour la RCA. La RCA a des accords militaires de coopération militaire avec la Russie depuis 1960-61. Il s'avère simplement que le partenaire privilégié des pays du précaré français pendant longtemps a toujours été la France. Oui. Et que tous les dirigeants qui se sont succédés à la tête de nos États ont préféré de travailler sous la bannière des accords de coopération signés avec la France plutôt qu'avec les autres. Oui. Sauf qu'au bout de 40 ans, cette coopération a montré ses limites. On ne va pas aujourd'hui en faire un procès au président professeur Faustin Archange Touadéra. Si oui, il n'est pas malien, il est centrafricain. Pourquoi le Mali en borde le pas? Mieux, le professeur Touadéra est président de la RCA, il n'est pas président du Burkina Faso. Vous voyez ce qui se passe là-bas. Les nouvelles autorités aussi sont en train de faire des jeux doux à la Russie. Alors, le Cameroun avait des accords depuis 1960. Signés avec la Russie. Ces accords sont arrivés à renouvellement 2 ans après que les accords entre la RCA et la Russie aient été réactivés. Oui. Est-ce un phénomène d'entraînement? Je crois que non. C'est la réelle politique. C'est la réelle politique. Chacun de ces pays en Afrique ont ces accords dans leur tiroir. Et chacun de ces pays attend le moment venu pour les poser sur la table. Mais beaucoup trouvent en le président Touadéra le courage qu'il a eu de sortir ces accords et de les poser sur la table. Mais il faut quand même rappeler à l'opinion internationale que le président Touadéra ne s'est pas levé de son propre chef pour aller en Russie. C'est à la suite d'une des rencontres avec le président Macron, parce qu'il voulait la levée d'embargo, il voulait simplement que cette levée d'embargo permette aux forces de maintien de l'ordre d'avoir des armes dans Bangui pour protéger les diplomates, pour protéger les membres du gouvernement, pour protéger les missions diplomatiques qui se succèdent. Et le président Macron lui a fait savoir que c'est les Russes qui détenaient la clé de l'embargo, parce que c'est la Russie qui, à 2 reprises, avait opposé son embargo sur la levée des sanctions sur les armes en Centrafrique. Et le président Macron a demandé au président Touadéra d'aller s'arranger avec les Russes. Mais c'est ce que le président Touadéra a fait. Il est allé en Russie, il a rencontré les autorités russes, ils ont discuté. Et les Russes, les autorités russes, lui ont expliqué pourquoi ils opposaient leur droit de veto. Oui. Et ils ont dit ceci. Ils ont dit que les armes que la France se propose d'offrir à la République centrafricaine sont des armes que la France a saisies entre les mains des pirates en Érythrée. Et que eux, ils voyaient d'un mauvais œil qu'une armée, qu'un État qui sort d'une telle crise, celle de 2013, se reconstruise avec des outils du crime. C'est pour cela qu'eux, ils opposaient leur droit de veto. Et ils ont demandé au président Touadéra d'acheter de nouvelles armes. Et ils allaient lever, si les gens mettaient nouvelles, jamais utilisées, ils allaient lever leur veto. Mais le président Touadéra leur a dit qu'il n'a même pas de moyens. Il peine déjà à faire des salaires, hein, à soigner le peuple. Il n'a pas d'argent à mettre dans les armes, dans l'achat des armes. Et les autorités russes se sont donc proposées d'offrir la quantité d'armes que la France devrait donner préalablement, mais des armes utilisées. Mais attendez, le
président Touadéra a sauté sur cette occasion, c'était un don. Et quand le dossier est reparti au Conseil de sécurité, la France et l'Angleterre ont apposé leur droit de veto, en prétextant que ces armes russes n'ont jamais été utilisées par les soldats centrafricains et qu'il fallait les former à l'utilisation de ces armes. Et l'ambassadrice de la Russie au Conseil de sécurité a dit que mais si c'est ça le problème, elle proposait donc des formateurs russes. Voilà comment les Russes sont arrivés en Centrafrique, mes très chers frères. Il est important que l'opinion internationale le sache. Il est important que l'opinion africaine le sache. Le président Touadéra n'a jamais écrit à la Russie pour demander à la Russie de venir à son secours. C'est le président Macron qui a envoyé le président Touadéra vers la Russie. Parce qu'il était persuadé que le président Touadéra était un de ses chefs d'État, Maboul, qui n'aurait pas la capacité de convaincre les Russes de lui trouver des armes. Mais lui en a pris. Il avait oublié qu'il avait affaire à un double doctorant. Il avait affaire à un mathématicien quantique. Il avait affaire à un fin stratège. Parce que, vous savez, quand on est détenteur d'un doctorat de mathématiques quantiques, vous savez ce que c'est que la mathématique quantique. Exactement. Et quand on ajoute à ça un doctorat de cryptographie, vous pouvez comprendre que le professeur Touadéra a simplement fait de la mathématique dans la politique. Et ça a donné ce que c'est. Et ça marche super bien. La Centrafrique aujourd'hui, c'est 4 500 000 habitants à peu près. Aujourd'hui, on nous fait savoir que, selon les informations que nous avons eues, qu'il y a presque 2 millions de personnes qui sont prêtes, alors qu'ils sont favorables au référendum constitutionnel prévu pour le 18 décembre. Est-ce déjà une victoire? Vous savez, lorsque le président Touadéra a reçu la correspondance de l'Assemblée nationale pour parler de ces questions, pour l'interpeller, pour qu'il valide, pour interpeller son pouvoir discrétionnaire, Oui. de valider ce processus, bien qu'ayant la majorité parlementaire, le président Touadéra, éternel démocrate, a refusé d'actionner la majorité parlementaire pour faire passer ces réformes, cette réforme de la Constitution. Il a renvoyé au peuple souverain. C'est pour cela qu'il a commis le décret qui met sur pied le comité d'organisation du référendum. Il a estimé que il est élu par le peuple et qu'une telle décision de modifier la Constitution ne serait crédible que si le peuple se prononçait dans son entièreté. Je dis bien, ayant pourtant la majorité parlementaire. Et c'est pour cela que le peuple n'a pas compris pourquoi la dame d'Aaron, présidente de la Cour constitutionnelle, s'est attaquée à ce décret. Peut-être aurait-elle voulu que le président Touadéra actionne sa majorité parlementaire. Mais non, c'est un démocrate. C'est un démocrate. Et après qu'elle ait refusé, n'ayant même pas qualité, Oui. parce qu'il faut encore préciser que la Cour constitutionnelle, dans un État, ne se penche que sur le respect, ne veille qu'au respect de la Constitution. Un décret n'est pas du respect, n'est pas du ressort de la Cour constitutionnelle. C'est la Chambre administrative ou le Conseil d'État, dans le cas de la RCA. Et donc, elle a outrepassé ses prérogatives. Soucieux du respect des institutions et de la loi, parce qu'il y a un article de la Constitution qui prévoit que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Le président Touadéra s'est rétracté de son décret. Il a rapporté son décret. On a difficilement vu ça en Afrique, surtout dans le précaré francophone. On a difficilement vu ça. C'est un acte très louable. C'est la preuve, ici, que le président Touadéra est un démocrate avéré.
Finalement, c'est le peuple encore qui va prendre la décision de bouter hors Mme Danielle Darlan de la Cour constitutionnelle. Je crois que non. Le peuple centrafricain aussi est respectueux de la loi fondamentale. C'est pour cela que, bien qu'ayant constaté que cette loi avait en elle, porté en elle, les germes de la déstabilisation, parce que c'est une constitution qui crée un conflit interinstitutionnel, ce peuple a demandé au président de convoquer un référendum, non, de réécrire la loi. Mais le président a préféré procéder par voie référendaire. Et donc ce peuple n'a jamais bouté Darlan dehors. Non. Ce peuple a demandé que cette constitution qu'elle veut réécrire, mais qui est encore fonctionnelle, s'applique en attendant qu'elle soit réécrite. En son article 99-7, qui table sur le statut du fonctionnaire en Centrafrique. Oui. D'où la retraite. Ce peuple a demandé, il a fait appel, il a demandé que l'article 100 et 102 de cette constitution s'appliquent. L'empêchement. Oui. Madame Darlan est frappée par un empêchement, car ayant atteint l'âge de la retraite, elle a voulu se réfugier sur l'article 100 qui table sur l'inamovibilité des juges. Mais l'article n'a pas dit que si un juge est admis à faire ses droits à la retraite, il ne doit pas aller au nom de l'inamovibilité. Non. L'article est clair. Des juges en fonction. Oui. Et c'est quoi un juge en fonction lorsqu'on est désigné par ses pairs? Lorsqu'on est d'une corporation qui est régie par une loi qui clarifie le statut et qui met la retraite à 65 ans. Tout est quand même clarifié. Donc on ne va pas faire de la spéculation. Il est simplement question d'interpréter la loi. Mais de l'interpréter dans son bon sens. Les agitateurs ont voulu nous faire croire que l'inamovibilité de la loi ne frappait pas les membres élus de la Cour, alors que ces membres même sont des fonctionnaires désignés par leur père. Et que l'article 102 de cette même constitution a défini à quel moment un juge peut être frappé. Et là, Madame Darlan a été frappée par l'empêchement lié à sa mise en retraite. Aussi simple que ça. Donc, ce n'est ni le peuple, ce n'est ni le président Touadéra qui ont bouté Madame Darlan dehors. C'est la loi fondamentale que la France, en fait, c'est la France qui a mis Madame Darlan dehors, parce que c'est la France qui a imposé cette constitution au peuple centrafricain. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le peuple centrafricain aujourd'hui veut réécrire cette constitution dont elle estime que ce n'est pas l'émanation de sa volonté. Il faut que je précise également aux téléspectateurs que les 9 jours de la Cour constitutionnelle dont le président et le vice-président se renouvellent intégralement conformément aux dispositions de l'article 97/7 de la Constitution. Ce renouvellement intégral se fait dans le cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif tel que dispose l'article 100 de la Constitution centrafricaine. L'empêchement définitif par définition en droit procédural est la situation qui empêche un juge de ne pouvoir siéger pour connaître une affaire particulière, le cas par exemple de la retraite qui est la cessation définitive de l'exercice de fonction d'un juge, l'empêchant à siéger définitivement pour connaître une affaire particulière. On parlerait donc de l'inamovibilité, oui, vous l'avez bien suivi, de l'inamovibilité d'un juge de la Cour constitutionnelle tel que le dispose l'article 102 lorsque ce dernier ne fait pas l'objet l'article 97/7 et 100. Eh bien, dit-on que Mme Danielle Darlan a terni dans l'image de la Cour constitutionnelle avant son admission à faire valoir ses droits à la retraite suite aux décisions arbitraires, partiales, unilatérales et non crédibles. Finalement, le 18 décembre prochain aura bel et bien lieu ce référendum, même si on nous fait savoir que c'est une date provisoire. Ben, écoutez, le 22 septembre, non, le 22 octobre de cette année, les forces vives se sont mobilisées à la place au point zéro de Bangui, nouvellement baptisée Place de la Liberté.
à cet endroit, le peuple a donné un ultimatum au chef de l'État, en lui rappelant que c'est lui qui a été élu président de la République au suffrage universel, direct, et non Darlan, ni même les pseudo-opposants qui agitent l'épouvantail. Et ce peuple a demandé au président Touadéra de prendre ses responsabilités. Ce peuple, ce jour, était dans les rues de la RCA, dans toutes les préfectures, et se chiffra à 3 millions et plus. 3 millions de Centrafricains mobilisés pour exiger le référendum. 3 millions de Centrafricains mobilisés pour donner un ultimatum à celui-là à qui ils ont donné le suffrage universel. De régler rapidement le problème lié au référendum parce qu'ils ne veulent plus de cette constitution taillée sur mesure qui ne protège que les intérêts de la France contre les intérêts du peuple centrafricain. C'est ce même peuple qui aujourd'hui a arrêté une date, a proposé une date à l'exécutif. C'est ce même peuple qui a proposé une date à l'exécutif. Mais non, l'exécutif va se réunir. M. Touadéra se réunit toujours, c'est un démocrate. Il va se réunir avec ses collaborateurs, avec les autres institutions, pour voir dans la mesure du possible ce qui est faisable. Si les délais du 18 sont tenables. Vous savez, un référendum, ça nécessite aussi une mobilisation de fonds. C'est toute une organisation. Oui. Mais jusqu'ici, c'est le peuple qui a pris le devant de la scène. Le président Touadéra est dorénavant le prisonnier du peuple. Il est l'otage du peuple. C'est le peuple centrafricain qui a pris les règnes. Ce peuple qui est sorti lors des dernières élections pour voter contre les chars et les canons de la CPC. Vous savez que lors des dernières élections, le putschiste bandit voyou Bozézé avait décidé de boycotter le processus électoral. Le peuple centrafricain, dans son entièreté, est sorti le jour du vote, est allé voter contre les armes de Bozézé, contre les armes de la CPC, et les canons, les chars. Et ce peuple a élu, a reconduit le président Touadéra au poste de président de la République de Centrafrique. C'est ce peuple qui a demandé le respect de cette constitution qu'elle-même veut réécrire, qui a estimé que pour l'instant, cette constitution est fonctionnelle et que son article 99-7 doit s'appliquer au cas d'Arlan. C'est ce peuple-là encore aujourd'hui qui propose une date du référendum à l'exécutif centrafricain. Et donc, vous voyez, c'est quand même surprenant que la RCA aujourd'hui s'érige en modèle de démocratie, le dernier de la classe. Et finalement devenu le premier. Voilà. Et il faut quand même rappeler que depuis l'avènement des mouvements démocratiques en Afrique dans les années 90, la RCA est le seul pays du précaré français qui a eu 6 chefs d'État. 6 chefs d'État en 27 ans. C'est le seul. 27-30 ans. 31 ans. Voilà. 90, 2022, 32 ans. Oui. C'est le seul pays du précaré français qui a eu le plus grand taux de chefs d'État et le plus grand taux d'élection présidentielle. Au Cameroun, depuis 90, on n'a eu que le président Biya. En Guinée équatoriale, depuis 90, on n'a eu que le président Obiang. Au Congo, il y a eu une alternance, un aller-retour, Sassou est toujours en poste. Au Tchad, si Debini, le maréchal Debini n'était pas mort, il sera encore en poste. Au Gabon, il y a eu une succession héréditaire. Mais vous voyez bel et bien que tous ces autres pays sont relativement stables. Mais le seul pays qui a fait preuve d'un processus démocratique élaboré et implémenté, c'est la RCA.
mais qui malheureusement, depuis 90, va de coup d'État en coup d'État, de déstabilisation en déstabilisation, de groupe armé en groupe rebelle. On en est à se poser la question, si la démocratie telle qu'elle nous a été vendue résout les problèmes, ou alors si elle n'ancrait pas plus à l'exemple des autres pays relativement stables avec les mêmes présidents depuis 30 ans. Je ne fais pas ici l'apologie à la dictature. Encore, il faudrait voir si ces États sont des États dictatoriaux. Parce qu'au fil des années, le disque que nous avons développé commence à être transformé. Si des pays se développent parce qu'ils sont stables, parce qu'à la tête de leurs États, les dirigeants sont stables et sont là depuis une période, je vais citer le cas de la Guinée équatoriale, mais tout en sachant que la volonté des populations, c'est le développement, alors pour moi, la longévité au pouvoir n'est pas forcément un signe de mauvaise gérance. Puisque en Allemagne, Merkel, on a eu l'exemple. Je ne vais pas parler de l'Angleterre parce qu'on va nous parler on nous dira que c'est un royaume. Une monarchie. Une monarchie, mais prenons le cas de l'Allemagne. Mais tant que Merkel était en aptitude de bien gérer l'Allemagne, il n'y a jamais eu de problème. Elle a perdu, elle n'a pas perdu, elle est allée en retraite méritée. Après plus de 20 ans de pouvoir. Mais l'Allemagne a été relativement stable, a été la première économie d'Europe. Oui. Dans ce contexte. Aujourd'hui en Afrique centrale, la première économie d'Afrique centrale, la locomotive de l'économie en Afrique centrale, c'est le Cameroun. Toujours avec à sa tête le président Biya qui porte cette stabilité. La Guinée équatoriale, en 15 ans seulement de gestion du pétrole, regardez ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous pensez, ou alors vous croyez-vous que si il y avait une alternance en Guinée équatoriale, on aurait atteint les mêmes résultats? Peut-être oui. Mais bon, pour le moment, on a atteint les mêmes résultats, peut-être mieux, avec un régime relativement stable. Donc, je pense que c'est devenu un jeu de mots que les néocolons utilisent pour déstabiliser ceux des dirigeants recalcitrants qui ne sont plus en odeur de sainteté avec les aspirations françaises. On utilise l'argument démocratie, dictature pour déstabiliser nos États. Et donc il revient aux peuples africains, aux intellectuels africains, aux dirigeants africains de faire preuve de bonne gouvernance. Un État, un régime, aussi longévif qu'il soit, peut faire preuve de bonne gouvernance. Et donc, ça n'est pas le cas en Centrafrique. La RCA a connu une multitude de chefs d'État et la RCA a aussi connu une multitude de déstabilisations. Et donc, allons donc essayer autre chose pour voir si ça peut porter ses fruits. Et on l'espère super bien. Merci à vous, Jules Diawé, d'avoir été des nôtres ce matin. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. C'est votre chaîne de télévision. Au plaisir de retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.